je dirais, ce qu'on peut voir dans une main, il faut comprendre d'abord le côté trinitaire de l'individu, c'est-à-dire que vous avez trois modes de réaction qui sont donc la partie instinctive, et puis après ça, là-dessus vient l'apprentissage, et là-dessus vient le libre arbitre. Et justement, l'âme va se situer au niveau de la troisième partie. Et nous avons en commun avec les animaux les deux premières, car comme les animaux, nous avons des instincts. Et ces instincts viennent du tempérament. Et comme les animaux, nous sommes capables d'apprendre des choses. On peut tout à fait apprendre à son chien à ouvrir la porte. C'est pas du tout dans son code génétique, simplement c'est à vous de lui apprendre. Eh bien, ces trois niveaux se retrouvent dans l'homme et nous allons nous situer seulement en dessous de cette ligne qui est la frontière entre le tangible, qui est en bas, et l'intangible, qui est en haut. Dans l'intangible, vous êtes illimité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de frontière. Mais dans le tangible, vous êtes limité par le temps, par l'espace. Et vous êtes limité par votre déterminisme. Et j'ai mis ici donc le tempérament dans les instincts et le caractère dans l'apprentissage, parce qu'on a un tempérament de naissance et on a un caractère, mais il évolue. On acquiert, on développe son caractère. On ne développe pas son tempérament parce qu'il est là. Alors, on pourrait dire, mais alors ici, vous avez l'inné et l'acquis. Et ça n'irait pas parce que le caractère, il fait partie de la génétique. Donc il serait acquis et génétique. Alors là, je vais vous faire un autre dessin. Vous allez tout de suite comprendre. Si donc je fais un distinguo entre ce qui est génétique et ce qui ne l'est pas, j'ai cette frontière nord-sud. Et puis si je fais un autre distinguo entre l'inné, ici à gauche, et l'acquis, ici à droite, tout devient très logique. Car le tempérament est à la fois génétique et inné. Donc il fait partie des gènes et il ne bouge pas. Le caractère est à la fois génétique mais acquis. Il fait partie des gènes mais il va évoluer. Donc vous avez ici le génétique inné, le génétique acquis. Donc le tempérament est immuable, le caractère évolue. Et si vous voulez comprendre ce rôle du tempérament et du caractère, il faut imaginer que le tempérament, c'est la voiture ou le véhicule avec lequel vous vous déplacez dans la vie. Et le caractère, c'est le conducteur. C'est pas la voiture qui décide d'aller à droite ou à gauche, c'est le conducteur. Donc c'est votre caractère qui doit dominer votre tempérament et pas le contraire. Ça veut dire que vous ne devez pas vous laisser dominer par vos instincts. Vous devez dominer vos instincts. C'est très important. Mais pour les dominer, il faut les connaître. Par conséquent, on va d'abord s'attacher à savoir quelles sont les 4 formes d'instinct tributaires des 4 tempéraments hippocratiques. Et après ça, on regardera dans les lignes la façon dont le conducteur se sert du véhicule. Si je passe au-dessus, je me rends compte qu'il y a une partie non génétique qui est innée, qui est l'âme avant qu'elle s'incarne dans un corps. Alors on pourrait appeler ça le karma. C'est un terme générique qui est bien pratique, qui cache beaucoup de choses. Chacun lui donne le sens qu'il arrange. En tout cas, l'âme qui arrive dans un corps, qui s'incarne, n'est pas une âme vierge. Elle a déjà une histoire. Elle a un contrat avec la vie. Elle vient pour régler quelque chose ou pour acquérir la sagesse. Et puis cette âme, une fois qu'elle est intégrée dans un corps, elle va évoluer. Et là se situera le vécu. Alors le conscient et l'inconscient dans l'histoire, eh bien le conscient il va être tout petit parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, puis l'inconscient ça va être tout ça. Car si on avait conscience d'emblée de ce qu'on a à faire, on serait écrasé, on se dirait oh bah non, je peux pas. Donc on va le découvrir au fur et à mesure de la vie.
Donc il est intéressant de ne pas ignorer cette partie-là, parce que sans l'âme, les sciences humaines seraient des sciences exactes. Parce qu'on répondrait à la logique du déterminisme. Mais vous avez la liberté de répondre à votre contrat ou non, c'est-à-dire d'optimiser votre tempérament et votre caractère. Rien ne vous oblige à l'optimiser. Et c'est là l'intérêt. Vous avez un libre arbitre. Je ne parle pas de liberté, la liberté n'existe pas. Vous avez un libre arbitre. Vous avez des choix. Alors, puisqu'on va s'intéresser, comme je vous l'ai dit, à la partie qui est en dessous, c'est-à-dire la partie génétique, je vais vous expliquer comment on peut reconnaître un tempérament et par quel biais. Alors, donc, si vous serrez des mains qui sont chaudes ou froides, il faut savoir que on peut être actif, soit parce qu'on a de l'énergie à dépenser, soit parce qu'au contraire, on a besoin d'énergie. Ça paraît paradoxal, mais justement, on peut agir parce qu'on recherche de l'énergie, ou on peut agir parce qu'on veut la dépenser. Eh bien, vous voyez cette différence entre ceux qui ont de l'énergie à dépenser, je vais les mettre en haut, énergie, et ceux qui n'en ont pas, non-énergie. C'est la différence entre les sanguins bilieux, qui ont les mains chaudes, et les nerveux lymphatiques qui ont les mains froides. Mais si on a les mains froides, on peut être très actif, tout simplement parce que quand vous avez des mains sèches, vous avez une capacité d'action. Alors je mets ici les mains sèches à gauche, les mains humides à droite. Vous aurez ici en haut les mains chaudes et ici en bas les mains froides. Et vous vous rendez compte que naissent ici les 4 tempéraments: chaud, humide, sanguin, chaud sec, bilieux, sec froid, nerveux, et froid humide, lymphatique. Et si je reprenais l'exemple de la voiture, votre voiture avance parce qu'elle a un moteur et parce qu'il y a de l'essence dans le réservoir. Et que s'il y a un moteur et pas de réservoir, ça ne sert à rien. Et que s'il y a un réservoir mais pas de moteur, ça ne sert à rien non plus. Par conséquent, vous allez comprendre que le bilieux est autonome, car il a les mains chaudes, donc il a de l'énergie, et sèche et il a un moteur, donc il est autonome. Il a l'énergie et le dynamisme de sa capacité d'action. Et puis vous allez avoir, donc je vous marque ici, essence et moteur. Et puis le sanguin, il a les mains humides, donc il n'a pas de moteur, il a les mains chaudes, donc il a de l'essence. Donc il est actif parce qu'il a de l'énergie à dépenser. Mais il ne sait pas où la mettre. Par conséquent, il va rechercher quelqu'un qui a un moteur. Il va investir son énergie dans le moteur du bilieux. Ou dans le moteur du nerveux, car le nerveux qui a les mains sèches a un moteur, mais comme elles sont froides, il n'a pas d'essence. Et puis le lymphatique, il n'a ni l'un ni l'autre, puisqu'il a des mains humides et froides. Alors vous vous dites, tiens, c'est étonnant, il me semblait que le grand horloger avait tout prévu, et que la merveille de la nature, c'est que tout s'accorde merveilleusement. Or, il y en a un qui n'a rien, il y en a un qui a tout. Il y en a un qui a que la moitié, et l'autre aussi. Eh bien, la merveille de la nature, c'est que la différence des individus fait la richesse du monde. Car si on était autonomes tous, on n'aurait besoin de personne. Et le monde serait un enfer. Et justement, on a besoin des autres. Et le bilieux qui a le moteur et l'essence va prendre en charge le lymphatique. Le bilieux est entreprenant. Le lymphatique est un exécutant. Il ne rêve que d'une chose, c'est qu'on le prenne en main, qu'on le mette sur des rails et qu'il ne se pose pas de questions. Donc, sans être péjoratif, le lymphatique est un fonctionnaire. Il aime bien les choses réglées. Et s'il n'y avait pas de lymphatique, il n'y aurait pas de fonctionnaire. Il n'y aurait pas de service public. Il n'y aurait pas de poste, il n'y aurait pas de tout ce que vous voulez. Le lymphatique est utile dans la société. Le bilieux commande, c'est lui qui prend les responsabilités, c'est le chef d'entreprise. S'il n'y avait pas de bilieux, personne ne prendrait les rênes. Car le nerveux est trop individualiste pour commander, et le sanguin a trop le goût du risque pour rester assis à un bureau. Par conséquent, vous voyez déjà l'utilité.
Eh bien, voilà comment les choses se distribuent dans la société. Le nerveux est un créateur, un chercheur, un artiste. Il donne des idées. À qui? Au bilieux qui les réalise, qui les fait exécuter par le lymphatique et commercialiser par le sanguin. Et tout est là. Alors bien sûr, c'est une caricature, car il y a des gens qui sont bilieux sanguins, d'autres qui sont bilieux nerveux, d'autres qui sont nerveux lymphatiques ou nerveux sanguins, etc. Mais il y a des caricatures, notamment si vous avez suivi Christine Ockrent à la télévision, c'est une bilieuse, entreprenante, directive. Elle a évincé Patrick Poivre d'Arvor, parce qu'elle est un bulldozer, lui est un nerveux sanguin, un rêveur, un artiste. Il n'avait pas le sens du commandement inné ou génétique qu'a le bilieux. Donc il y a toute une logique. Voilà, alors déjà vous avez par la main le côté chaud ou froid, sec ou humide, des critères pour savoir qui vous avez en face de vous. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui a des mains froides et humides et que vous avez une impression désagréable, ne lui envoyez pas des mauvaises ondes parce que vous vous sentez mal. Soyez tolérant, car il est utile à la société. Si quelqu'un vous broie la main, en vous serrant la main, c'est un bilieux. Il veut s'imposer, mais il est utile car il prend les responsabilités que vous ne pouvez pas prendre. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que l'autre est différent et qu'il existe en tant que tel. Alors outre ces détails de chaleur et hygrométrie, vous allez avoir le nombre de lignes. Car j'ai reçu des gens qui me disent, vous savez, moi j'ai vu quelqu'un qui avait plein de lignes, il a une main de petit vieux. Je dis non, vous n'avez rien compris. Les sanguins et les lymphatiques ont très peu de lignes. Les bilieux et les nerveux en ont beaucoup. C'est une marque de fabrique. C'est simplement un moyen de reconnaître. C'est comme les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les nez concaves ou convexes, les cheveux bruns ou blonds. C'est une marque de fabrique du tempérament. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont sanguins et lymphatiques ont une prédominance pour une vie physique. Ce qui coupe court l'explication de certains en disant « Oui, c'est en étant actif manuellement qu'on se fait des lignes. » Pas du tout. Car justement, les gens qui ont plutôt une activité physique ont moins de lignes que ceux qui ont une activité cérébrale. Ce qui provient que donc c'est le contraire. Alors, quand je dis cérébral, je ne dis pas intelligent, je dis cérébral. On peut être cérébral et complètement idiot. Ça n'a rien à voir avec le QI, le quotient intellectuel. Simplement, les tempéraments nerveux et bilieux sont prévoyants. Donc ils réfléchissent avant d'agir, réflexion avant action. Les tempéraments physiques sont imprévoyants, ils agissent avant de réfléchir, c'est tout. Mais il faut des gens improvisateurs, il faut des gens qui partent à l'aventure, sinon vous ne seriez pas là. L'Amérique n'aurait pas été conquise, le Québec n'existerait pas, parce que justement, il y a une majorité de gens sanguins en Amérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les sanguins sont ceux qui ont le meilleur sens des affaires. Voilà pourquoi l'Amérique est plus commerciale. Et en France, il y a plus de nerveux, et les nerveux ont horreur de tout ce qui est financier. Pour eux, c'est bassement matériel. Ils sont trop idéalistes. Alors, donc déjà, vous voyez que ici, peu de lignes, chez sanguin et lymphatique. Ici, beaucoup de lignes. Mais comme la peau du bilieux est épaisse, les lignes vont être profondes. Alors que la peau du nerveux est fine, les lignes vont être fines. Tout simple. Et puis la couleur de la peau. La peau du sanguin, du lymphatique est blanche, puisqu'il n'a pas d'énergie, le sang ne court pas vite. La peau du nerveux est blanche aussi, mais un peu jaune. La peau du sanguin est rouge, et la peau du bilieux est brune. Encore un moyen de reconnaissance. Et puis là, j'en viens justement à ce qui est primordial dans une main, c'est-à-dire les empreintes digitales. Et si vous faites comme moi des statistiques sur les tempéraments, vous vous rendrez compte que dans les mains de bilieux,
on rencontre le plus souvent des empreintes digitales en forme de tourbillon. Dans les mains des sanguins, des empreintes digitales en forme de boucle. Dans les mains des nerveux, des empreintes digitales en forme d'arc. Et dans les mains des lymphatiques, des empreintes digitales en forme d'ellipse concentrique. C'est pas toujours facile de différencier l'ellipse concentrique de la spirale. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ces deux dessins se ressemblent, ils ont un point commun, l'objectivité. Le lymphatique et le bilieux sont objectifs. Le nerveux et le sanguin sont subjectifs. Et c'est pas forcément la même subjectivité. Puisque le sanguin est émotif, c'est la subjectivité émotionnelle. Puisque le nerveux est cérébral, c'est la subjectivité intellectuelle. Mais ce qui est intéressant de voir aussi par rapport à l'ellipse concentrique et à la spirale, c'est que dans les deux cas, c'est une tour d'ivoire. Et qu'il y a un côté fermé des deux côtés. Seulement, le lymphatique, il a besoin qu'on crée sa tour d'ivoire. Le bilieux, il la possède déjà. Alors, si vous regardez votre main, vous allez vous rendre compte que, par exemple, sur le pouce, vous avez un tourbillon. Et puis sur l'index, vous avez une boucle. Et puis sur le suivant, vous avez un arc. Alors vous allez me dire, mais alors comment on fait? Ben, c'est très simple. Chaque doigt a un sens précis. Par conséquent, il faut interpréter chaque doigt par rapport à chaque empreinte. Alors je vais vous expliquer ce que ces empreintes représentent sur chaque doigt. Vous avez donc, pour commencer, le pouce. Alors vous m'excuserez parce que je ne sais pas dessiner, donc je vais faire ça très schématiquement. Voilà. Alors là, je fais une petite parenthèse. J'ai dessiné ici une main gauche, si vous regardez votre main comme ça. Mais j'ai dessiné une main droite s'il s'agit d'une empreinte. Bon, ça n'a pas d'importance, parce que le sens des doigts est le même dans les deux mains. Sauf que la main gauche représente la façon dont vous percevez le monde, et la main droite la façon dont vous agissez dans le monde. C'est-à-dire, la main gauche, c'est l'analyse des données, et la main droite, c'est agir avec les données perçues par la main gauche. Que vous soyez gaucher ou droitier, ça n'a aucune espèce d'importance. Car tout cela est en relation avec les hémisphères cérébraux. Et l'hémisphère cérébral droit et l'hémisphère féminin, subjectif, intuitif, donc relié à la main gauche, qui est donc la main de la lune, la main féminine. Et la main droite est reliée au cerveau gauche, masculin, actif, donc c'est le soleil. Donc le yin ou le yang. Par conséquent, quand on analysera une main gauche ou une main droite, il faudra toujours penser conception, action. Par exemple, le pouce, c'est la volonté. S'il s'agit du pouce gauche, ce sera comment ma volonté est conceptive. S'il s'agit du pouce droit, c'est comment ma volonté est active. Donc le pouce, si vous regardez bien sa mobilité, il peut se mettre en face de chaque doigt. Il faut considérer que c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va essayer d'établir une symphonie dans l'orchestre et non pas une cacophonie. Car chacun veut jouer la partition comme il l'entend. L'index, c'est l'ambition. Alors il dit tout le reste, vous pouvez aller vous coucher. Le majeur, c'est le doigt de la recherche et le sens de la justice. Et parfois l'ambition est pas toujours en harmonie avec le sens de la justice. Puis le troisième, c'est l'idéal. Et l'idéal et l'ambition, c'est pas toujours sur le même mode. Et le quatrième, c'est, vous allez trouver, mon petit doigt m'a dit, l'intuition. L'agilité mentale. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, l'index c'est Jupiter, le majeur c'est Saturne, l'annulaire c'est le Soleil, et l'auriculaire c'est Mercure. Et on pourra associer au pouce à la fois Mars et Vénus, puisque vous avez le monde Vénus à la base du pouce, qui est le monde de la sensibilité justement. Mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc, vous voyez, 5 doigts à retenir, c'est pas la mer à boire. Il suffit d'y associer les 4 types d'empreintes,
soit le tourbillon, soit la boucle, soit l'arc, soit les ellipses concentriques. Ça veut dire que s'il y a un tourbillon sur le pouce, votre volonté est bilieuse. Alors prenons ce cas-là. Mais si vous avez une boucle sur l'index, votre ambition est sanguine. Ça veut dire que les impératifs qui donnent de l'harmonie à la volonté et qui sont en harmonie avec l'ambition ne sont pas les mêmes. Votre volonté est autonome, comme une volonté bilieuse, et votre ambition est impulsive. Et elle n'est pas autonome car le sanguin est motivé par le contexte. Puisqu'il est dépendant, il a l'essence mais il n'a pas le moteur. Donc il doit trouver un moteur qui le motive pour pouvoir y investir son énergie. Par conséquent, vous voyez déjà qu'il peut y avoir des différences d'interprétation. Et puis vous pouvez avoir un tourbillon sur le pouce gauche et puis une boucle sur le pouce droit. Ça voudra dire que votre volonté conceptive est beaucoup plus forte que votre volonté active. Mais votre volonté active sera motivée par ce qui motive le sanguin, la passion, les contacts humains et le mouvement. Donc voyez, si vous connaissez bien les tempéraments, c'est tout simple. Il s'agit simplement de raisonner par analogie. Il n'y a pas de question de mémoire. Je peux vous dire que je n'ai pas de mémoire, je n'ai jamais appris une leçon de ma vie. Et vous raisonnez pareil avec tous les doigts. Donc vous voyez, c'est très très simple, mais c'est hyper important parce que c'est 50% des informations. C'est par rapport à ça que les lignes vont prendre du sens. C'est par rapport à ça que l'interprétation devient intéressante. Parce que si vous prenez un livre qui vous dit, voyez ici la ligne mentale est très droite, c'est un signe d'obstination. Est-ce une qualité ou un défaut? C'est l'empreinte qu'il a qui va vous donner la réponse. Parce que si vous avez une main sanguine et que vous avez des boucles partout, vous êtes impulsif dans votre obstination. Donc c'est un défaut. Si vous êtes lymphatique, c'est-à-dire toujours influençable, etc., si votre ligne mentale est très droite, c'est de la suite dans les idées. Ça veut dire que là, vous n'allez pas forcément vous laisser mener, ça va devenir une qualité. Ça veut donc dire que les lignes ne s'interprètent pas toutes seules, elles s'interprètent par rapport à l'ensemble. C'est pour ça qu'il faut avoir un esprit de synthèse. De même, la fameuse ligne de vie. Alors ce terme, vous l'oubliez, c'est la ligne de vitalité. On ne voit pas la longueur de la vie dans une main. Elle donne la façon dont on va gérer soit son énergie, si on en a, soit sa capacité d'action. Ou les deux, si on a les deux. Eh bien, la ligne de vitalité, c'est ainsi que je la baptise, peut être courte ou longue. Et en général, elle est courte chez les sanguins, puisque ce sont des impulsifs et qu'ils ont une énergie coup de poing. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit résolu rapidement. Donc la ligne est courte. Si la ligne est longue, c'est qu'on peut s'investir à long terme, c'est tout. Donc vous avez ici les trois niveaux, la ligne vitale, le corps, la ligne mentale, l'intellect, que les gens appellent ligne de tête aussi, et puis la ligne sentimentale, donc l'émotionnel. Alors là encore, la ligne sentimentale ne donne pas le nombre de vos aventures, on s'en fiche. Elle donne la façon dont vous vous comportez dans les aventures. C'est-à-dire, pensez au chêne et au roseau. Si la ligne est droite, c'est le chêne. S'il est arrondi, c'est le roseau. C'est-à-dire que si elle est droite, vous êtes plus possessif et plus intransigeant que si elle est arrondie. Mais là encore, songez à prendre toujours le tempérament. Car une ligne intransigeante chez un bilieux qui est déjà intransigeant, vous voyez ce que ça peut faire. Souvent, les bilieux gèrent leurs sentiments comme ils gèrent leurs affaires. Alors qu'un sanguin qui est émotif affectif, la ligne, si elle est trop arrondie, il aura tendance à se faire marcher sous les pieds. Donc il vaut mieux qu'elle soit un peu plus droite. Tout est une question de hiérarchie. Il faut hiérarchiser les choses. Et puisqu'on parle des sentiments, et que vous avez déjà eu Roger Drolet, qui vous a expliqué ces histoires de sexualité féminine et masculine, eh bien il faut bien comprendre que tout ça peut être modulé par rapport au tempérament. C'est-à-dire que par exemple le sanguin, qui est extrêmement sensuel, eh bien un homme sanguin sera forcément plus sensuel qu'une femme sanguine, puisque la femme devient sexuelle une fois qu'elle est amoureuse, alors que l'homme
est sexuel avant d'être amoureux. Donc l'homme sanguin est sensuel de toute façon. Alors que la femme sanguine sera sensuelle que si elle est amoureuse. Mais à la limite, une femme sanguine sera plus sensuelle qu'un homme nerveux, car le nerveux est purement platonique. Il ne vit pas sa vie sentimentale, il la rêve. Tout se passe dans sa tête. Donc de cette dualité homme-femme dont Roger Drolet vous a parlé abondamment et avec talent, vous pouvez faire 8 catégories. 2 x 4, 8. L'homme sanguin, la femme sanguine, l'homme bilieux, la femme bilieuse, etc. Donc c'est intéressant de combiner les deux. C'était juste une petite parenthèse, mais ça complète bien. Donc voyez l'importance de ces lignes. Vous avez ici les 3 niveaux, la triplicité, corps, esprit, âme. La vitalité, l'intellect, les sentiments. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait dans le même sens que dans le visage, puisque dans le visage, vous avez les instincts en bas, l'affectif au milieu, la cérébralité en haut. Vous savez ça. Donc, alors que dans les phalanges, ça va plutôt être corps, esprit, âme, donc dans le même sens que les lignes. Mais au niveau de l'interprétation des phalanges, on ne s'y arrête pas trop parce que c'est encore du domaine expérimental. Et puis vous avez la fameuse ligne de destinée, que les gens appellent ligne de chance. Alors, ce n'est pas une ligne de chance, on ne voit pas votre degré de chance dans votre main, c'est la ligne de destinée qui mesure le degré de liberté que vous avez par rapport à la destinée. C'est-à-dire que si elle est bien tracée et bien profonde, ça veut dire que vous avez un chemin à trouver. Si elle n'existe pas, c'est que vous pouvez traverser votre chemin comme vous l'entendez. Et deuxièmement, si elle est plus près de la ligne vitale, vous contrôlez votre destinée. Si elle est plus près du mont de la Lune, c'est-à-dire du bord cubital, la destinée vous contrôle. Alors certaines personnes se rebellent contre ça en disant « mais oui, la destinée me contrôle, ça ne va pas ». Mais en fait, il faut comprendre que c'est une chance que la vie vous donne de cultiver votre sens d'adaptation. C'est un peu comme si vous avez un jeu de cartes dans les mains, et puis vous avez un bel as de pique, et vous avez misé dessus, puis on vous le prend, puis on vous met un 2 de carreau. Puis il faut tout rechanger votre stratégie, la repenser. Bien en général, quand votre ligne de destinée n'est pas près de la ligne de vitalité, c'est que la vie vous fournit l'occasion, par tous les chamboulements qu'elle va vous procurer, de cultiver votre sens d'adaptation. Et dans ces cas-là, souvent, il y a au moins une boucle sur les 5 doigts, parce qu'on ne peut pas développer ce qu'on n'a pas. Et la boucle, c'est justement le sens d'adaptation. Beaucoup de gens se rebellent et me disent « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça, ça, ça ?» Je dis non. Ne raisonnez pas comme ça. D'abord, c'est vous qui avez choisi votre vie. C'est vous qui avez choisi de vous incarner. Donc c'est vous qui avez choisi la génétique dans laquelle vous êtes. Donc si vous êtes lymphatique, c'est vous qui l'avez choisi. Si vous êtes bilieux, c'est vous qui l'avez choisi. Donc il faut faire avec. Mais il faut le contrôler. Par conséquent, souvent, par exemple, quand les gens sont bilieux, il faut savoir que plus la vie vous donne, plus cher elle vous fait payer. On pourrait dire l'inégalité crée l'égalité. Souvent, les bilieux qui sont des gens autonomes, donc qui ont besoin de personne, non seulement ils sont très efficaces sur leur vie, mais ils veulent être sur la vie des autres. Alors ils gèrent leur vie, mais celle des autres. Ils deviennent paternalistes. Mais comme ils ne veulent pas que les autres rentrent dans leur vie, ils se ferment. Et un bilieux qui rate sa vie, il n'y a personne autour de lui, parce qu'il ne s'est pas ouvert aux autres. Eh bien, la facture de sa solidité, c'est sa faiblesse intérieure. C'est que si ça ne va pas à l'intérieur, on ne peut pas s'en rendre compte. Alors que justement la force du sanguin, c'est sa faiblesse émotive. Si ça ne va pas, on s'en rend compte. Donc on peut l'aider. Il n'est pas plus difficile que d'aider un bilieux qui ne réussit pas, qui ne s'harmonise pas avec sa vie. Car il se veut invulnérable. Donc il faut d'abord traverser la cuirasse. Et l'ambition des tempéraments sont à la mesure de ce qu'ils possèdent. Un lymphatique n'est jamais ambitieux. Donc s'il ne réussit pas, il s'en fiche. Un bilieux qui ne réussit pas, il ne s'en fiche pas. Comprenez? L'ambition du nerveux, comme c'est un cérébral mais individualiste, c'est-à-dire que pour lui, être chef d'entreprise, ça ne l'intéresse pas. L'ambition d'un nerveux, c'est d'apprendre, c'est de comprendre, de comparer,
d'analyser. Donc, son ambition, c'est d'avoir une culture générale. L'ambition du milieu, c'est de commander, de diriger. C'est un réalisateur, donc il doit laisser quelque chose de concret derrière lui. Donc c'est quelqu'un qui va dire, voyez, ces œuvres sont les témoignages de ma vie. Il a besoin de laisser du concret. L'ambition du sanguin, c'est de se réaliser émotivement, affectivement. Laisser du concret derrière lui, il s'en fiche. Et l'ambition du lymphatique, c'est d'avoir une petite vie tranquille, boire, manger, dormir. Alors, vous voyez que tout ça procède d'un déterminisme effarant et qu'apparemment, on ne peut pas sortir de ça. Mais il ne s'agit pas d'en sortir. Il s'agit de l'utiliser. Tous ces tempéraments procèdent des instincts. L'instinct de puissance, l'instinct de mouvement, l'instinct de culture et l'instinct de sécurité. Et cet instinct ne doit pas vous gouverner, c'est vous qui devez gouverner votre instinct. Donc je reviens au dessin du début. Vous devez maîtriser votre tempérament. Et pour le maîtriser, vous devez le connaître. Vous devez le comprendre. Car souvent, quand je fais une analyse d'une main, les gens me disent « Oui, c'est moi, parfaitement, c'est moi. Mais à quoi ça me sert ?» Alors je dis aux gens « Mais se connaître, c'est bien, se comprendre, c'est mieux. » Si vous ne savez pas comment utiliser les choses, vous n'êtes pas plus avancé, c'est vrai. Donc il faut non seulement se connaître, mais se comprendre. Connaître son mode d'emploi. Et à partir de là, on peut jouer avec. Il ne faut pas se subir, il faut se connaître. Car si on se comprend, on comprend les autres. On comprend à ce moment-là que si on est prévoyant, c'est parce qu'on n'est pas sanguin, donc pas impulsif et pas imprévoyant. Que si on est responsable, c'est qu'on a un rôle à jouer et qu'on est le contraire du lymphatique qui est irresponsable, etc. Donc non seulement on se comprend, mais on comprend les autres. C'est ce que je vous disais, on devient tolérant. On va savoir que si on parle à un nerveux, il faut d'abord lui parler de choses intéressantes. Et les amis des nerveux sont toujours des gens qui l'étonnent. Le nerveux est un solitaire amical, il aime vous voir séparément, et plus vous êtes farfelu, plus vous lui plaisez. Mais il ne peut pas mettre tous ses amis farfelus ensemble, ça ferait un cocktail Molotov. Voilà pourquoi il voit ses amis épisodiquement et séparément. Et ne lui reprochez pas de ne pas vous voir trop souvent, parce que comme il est secret, si vous voyez trop souvent, il serait obligé de se livrer. Et ça, il ne veut pas. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez bavard, c'est que vous fassiez sa culture. Ne reprochez pas à un nerveux d'être non bavard, sauf s'il a un message à livrer. Mais alors là, il ne va pas parler de lui, il va parler de ce qu'il a à livrer. Les amitiés du milieu, c'est que le milieu, comme il est paternaliste, il va rechercher les amitiés avec des gens qui sont plus faibles que lui. Comme ça, il peut leur apporter quelque chose. Les amitiés des sanguins, c'est toujours avec des gens qui sont actifs, dynamiques, qui aiment se dépenser, puisque lui, il a de l'énergie à dépenser. Et les amitiés des lymphatiques, c'est dans des loisirs calmes. Donc il les reçoit chez lui, s'ils sont calmes aussi. S'ils foutent la pagaille, s'ils changent, parce qu'il n'y a pas plus ordonné qu'un lymphatique. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Et d'ailleurs, à propos d'ordre, le groupe sanguin AB correspond, là je parle des groupes sanguins, c'est une petite digression, mais vous comprendrez. Le groupe sanguin AB correspond au lymphatique. Le groupe B correspond au bilieux. Le groupe A correspond au nerveux. Et le groupe O correspond au sanguin. Ça veut dire que si vous êtes sanguin et O, vous êtes 2 fois plus sanguin que si vous êtes sanguin et A. C'est un critère de plus. Et le AB est très rare. En France, il y en a 3%, ici je ne sais pas. Et les AB sont très, très pointilleux, comme les lymphatiques. Pourquoi? Parce que le B est ordonné et le A est bordélique, excusez-moi l'expression. Donc, un AB va être encore plus exigeant par rapport à lui-même, sachant qu'il a en lui un peu de désordre. Donc, lui être encore plus ordonné pour faire attention de ne pas être désordonné. La personne qui a établi ces histoires sur les groupes sanguins s'appelle Léone Bourdelle, c'est une Française, qui est morte en 66. Et elle avait regroupé les A ensemble, et elle s'est rendue compte que les A étaient sensibles à une musique harmonique, que les B étaient sensibles à une musique rythmique, et que les O étaient sensibles à une musique mélodique. Donc elle les a appelés harmoniques, rythmiques, mélodiques. Puis les AB, ils étaient complexes. Et que les A étaient sensibles à une peinture harmonieuse, les paysages, le romantisme,
que les B étaient sensibles à une peinture rythmée, comme Bernard Buffet par exemple, vous voyez, des traits comme ça. Et que les O étaient sensibles à des peintures mélodiques, c'est-à-dire des peintures dans lesquelles il y a un personnage qui sort ou quelque chose qui s'avance, quelque chose de dynamique. Et donc, on peut faire un rapport entre les groupes sanguins des artistes et leur façon de créer. Moi, quand je vais dans une exposition de peinture, je demande le groupe sanguin du peintre. On me regarde avec des grands yeux en disant qu'est-ce qu'il raconte. Mais c'est extrêmement intéressant. Et je fais toujours des pronostics. Je dis, vous avez une façon de peindre qui est plutôt A ou qui est plutôt O. Et en général, ça correspond à quelque chose. Et puis on peut imaginer aussi la main du peintre, rien que par sa façon de peindre. Donc voyez ce critère. Et je vous ai dit qu'ici en Amérique, le donneur universel, qui est donc le receveur universel, non, le donneur universel qui est le O, c'est le plus répandu parce que justement, il fallait avoir le goût de l'improvisation qu'ont les sanguins, le goût du risque, le goût de l'aventure, le côté actif, conquérant qu'ont les groupes O et les sanguins pour partir à l'Amérique. Donc vous descendez de gens qui étaient du groupe O. Et quand vous descendez de gens qui sont de A ou B, c'est qu'ils sont venus plus tard. Ils ne faisaient pas partie des premiers. Ils sont venus une fois que c'était installé, qu'on leur a dit voilà, c'est sûr. Vous voyez l'importance. Et donc, je vais vous parler du côté très ordonné du lymphatique et le côté AB va correspondre à ça. Alors, maintenant, je vais arrêter de vous parler de l'aspect technique et je vais vous parler de la façon dont cette science, la chirologique, s'insère par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez entendu parler d'astrologie, vous avez entendu parler peut-être de graphologie, de morphopsychologie. Là, je vous ai parlé d'hématopsychologie, c'est-à-dire la psychologie des groupes sanguins. Alors, il faut savoir où elle se situe par rapport à tout ça. Eh bien, toutes les sciences fondées sur la génétique donc, vont être plutôt dans la partie en bas. Alors, l'hématopsychologie, c'est-à-dire les groupes sanguins, vont être carrément dans le tempérament parce qu'on ne peut pas changer. Si on est A, on est A. Si on est B, on est B. Bon. La chirologie, comme je vous l'ai dit, se situe à la fois dans les tempéraments et les caractères. La morphopsychologie, c'est la forme du visage également, puisque le visage est tel quel, mais il évolue. Les soldats qui revenaient du Vietnam avaient un nez plus pincé, des joues également, parce qu'ils étaient agressés par le contexte. Donc ça, c'est le principe de dilatation-rétraction. Plus vous êtes agressé, plus votre visage rentre en lui-même. Les yeux vont se fermer, ils vont rentrer à l'intérieur. Plus vous êtes en harmonie avec le contexte, plus votre visage prend du volume. Donc il évolue également. Mais la différence entre les deux est plus difficile. Et puis, vous avez la graphologie. Alors là, c'est intéressant parce que l'écriture, c'est une projection de ce que vous êtes. Donc ce n'est pas réellement vous en entier. C'est ce que vous voulez bien projeter de votre évolution. C'est-à-dire que si vous vous êtes servi que de la moitié de votre tempérament, mettons que vous soyez bilieux sanguin, et que vous ne soyez que bilieux dans ce que vous extériorisez par rapport au monde, votre écriture sera plus bilieuse que sanguine. Donc ce n'est pas la réalité, l'écriture, c'est la réalité auquel vous êtes arrivé et celle que vous exprimez. Donc il est intéressant de voir ce que l'on est et ce que l'on exprime. C'est pour ça que l'écriture... Voilà, c'était Ésotérisme expérimental de cette semaine. La semaine prochaine, nous rencontrons M. André de Sèvres pour nous parler de l'occultisme planétaire. Bonne semaine. Alors, l'émission